Pour un conteur tel que moi, la vie de tous les jours constitue une source d'histoires parfois plus extraordinaires que les livres eux-mêmes. Mais il est encore plus exceptionnel d'être le héros de ces histoires. Pourtant, celle que je vais vous raconter fait partie des choses les plus étranges qu'il m'était donné de voir et de vivre lors de mes nombreux voyages. Cette année-là, je me rendais pour la 3e fois à Allendorf, la capitale du royaume de la Chêne. D'habitude, je prenais toujours la route longeant le fleuve à l'ouest, qui est non seulement plus courte, mais qui offre aussi de magnifiques paysages et lieux de halte pour les voyageurs contemplatifs tels que moi. Mais cette fois, dans une impulsion aventurière ou simplement pour casser la monotonie du voyage, je décidai de prendre la route la plus longue qui serpente sur les contreforts de la chaîne haute. Après 2 jours de voyage, j'arrivais enfin à la vue de l'un des paysages remarquables de mon trajet, le fleuve d'Adon et le pont de Grimdir. C'est une œuvre architecturale d'exception, non seulement parce qu'elle enjambe le fleuve immense qui coule en remous puissant quelques mètres en dessous, mais aussi parce qu'elle a été construite jadis par les nains pour permettre aux troupes de l'empereur Karl II de pouvoir rejoindre la partie est du royaume et ainsi repousser plus efficacement les hordes de peau verte lors de la guerre des Haches, il y a de cela 300 ans. C'est un pont de pierre grise, taillé avec la légendaire précision des nains, dont on peut voir l'influence dans les imposantes statues de chaque côté du pont, représentant des guerriers nains et humains, à la barbe longue, armés de hallebardes et de haches de guerre. Occupé à graver dans ma mémoire chaque détail de ces statues, afin de pouvoir en faire une description des plus précises, je remarquai, quelques pas après m'être engagé sur le pont, 2 statues qui semblaient d'une taille plus imposante que les autres. Arrivé à quelques mètres, je réalisai alors l'erreur que je venais de commettre. Ce n'étaient pas des statues, mais 2 géants assis qui semblaient en grande discussion. Avant même que j'aie pu songer à me retourner pour fuir, l'un des 2 me remarqua et d'une voix aussi puissante que caverneuse, m'ordonna de m'approcher. Paralysé par la peur que je ressentais, je n'osais bouger. Après quelques instants, la voix se fit entendre à nouveau, renouvelant son ordre, et les 2 géants vinrent se placer au milieu du pont. D'un pas hésitant, serrant contre moi mon bâton de marche comme si c'était mon seul salut, je m'approchai des 2 créatures, sentant à chaque pas mon dos se glacer de plus en plus. Les 2 géants ne me quittaient pas des yeux. Ils devaient faire dans les 4 mètres de haut. Leurs bras et leurs jambes semblaient tels d'antiques piliers de pierre. Leurs mains immenses auraient pu, sans aucune difficulté, me broyer la tête. Leur peau, aux reflets gris, était parsemée de replis et de crevasses. Ils semblaient d'ailleurs s'effriter à chaque mouvement. Leur visage, aux traits carrés, donnait l'impression d'avoir été taillé à même un bloc de granit. Leurs yeux d'un noir profond semblaient être des joyaux aux reflets métalliques. Ils portaient chacun une tenue qui les rendait encore plus impressionnants. Le géant de gauche était vêtu d'un ensemble de pièces d'armure qu'il avait dû récupérer sur ses victimes. En guise de plastron, il portait un pavois de paladin de l'église de la lumière et autour de sa tête, il avait noué, comme une sorte de bandeau, les restes d'une tunique qui avait dû être jaune, mais dont la couleur était depuis longtemps passée. Celui de droite portait un équipement tout à fait différent. Il avait assemblé une sélection de vêtements usés pour en faire une tenue à ses proportions. Il semblait toutefois avoir cherché à conserver une dominante de bleu et sur sa tête était rabattue une capuche qui peinait à couvrir son front massif. Mais ce qui finit de me faire basculer dans la peur la plus totale, c'était que ces 2 géants possédaient des armes. Celui de gauche était appuyé sur une hache gigantesque avec laquelle on aurait pu couper un cheval et le chevalier sur son dos d'un seul et même mouvement. Quant à celui de droite, un peu plus trapu que son congénère, il maniait un arc à sa taille sur lequel il avait encoché déjà une flèche ressemblant étrangement à une poutre qu'on aurait taillée en pointe et à laquelle on aurait collé des plumes, afin de lui permettre de voler sur quelques mètres. Je m'arrêtai finalement à quelques pas d'eux. Le géant de gauche me jeta un regard si lourd qu'il me frappa aussi sûrement et durement que l'auraient fait ses poings. Celui de droite se mit à me parler dans le langage commun que j'avais du mal à reconnaître à cause de la difficulté avec laquelle il articulait les mots qui faisaient ressembler chaque son de sa voix à une coulée de pierre. Tu voyages seul? Oui. Je suis grenier? C'était le géant de gauche qui venait de parler avec une voix encore plus rocailleuse que l'autre. Je lui demande. Qui es-tu? Je suis un simple conteur itinérant. De quoi, conteur? Disons simplement que j'invente des histoires et que je vais ensuite les raconter dans les villages. Je suis grenier? Il demande ce que tu as dans ton sac. Quelques provisions et des livres. Je suis grenier? Montre un peu tes livres. J'ai alors ouvert mon sac pour leur montrer son contenu. Ils prirent quelques instants pour regarder les provisions que je transportais. Le géant de droite prit tout ce que j'avais de comestible et le mit dans une sorte de besace qu'il avait à sa ceinture. Il semblait surtout intéressé par les pommes. Celui de gauche, quant à lui, semblait vraiment intrigué par mes livres. Je suis grenier? Il demande pourquoi il n'y a pas d'image dans tes livres.
Ce sont des livres de notes, je n'ai pas encore fait faire d'illustrations. Je suis grenier. Il dit que les livres sans images, ça sert à rien. J'en mettrai, je vous le jure. Est-ce que je peux traverser le pont maintenant, s'il vous plaît? Je suis grenier. Attends. Tu dois répondre à une question. Quel jeu est le meilleur entre le Nintendo et le Sega? Je ne réussis qu'à ouvrir ma bouche dans une grimace de stupeur et de peur mêlée. La suite de mon voyage et sans doute ma survie allait dépendre de ma réponse à une question aussi étrange que folle. Il fallait que je choisisse entre les deux jeux les plus populaires des 8 royaumes. Le premier, le Nintendo, est un jeu de cartes très populaire chez les gens de tout âge. Le principe en est assez simple, chaque joueur est représenté par un personnage entre une princesse, un dragon, un jardinier et un homme champignon. Chacun reçoit 10 cartes représentant des tas de pièces de différentes valeurs. Les joueurs doivent parier leurs cartes pour pouvoir en récupérer en répondant à des énigmes ou en réussissant des petits tours d'adresse. Celui qui parvient à obtenir un total de 1000 pièces gagne. Le Senga est un jeu basé sur la vitesse. Le joueur commence avec un anneau. Il doit lancer une balle, généralement de couleur bleue, pour la faire rebondir sur la table. À chaque rebond, le joueur doit attraper l'un des anneaux du tas devant lui sans toucher la balle. La première fois qu'il la touche, le joueur perd tous ses anneaux sauf un. La deuxième fois, s'il n'a pas réussi à en récupérer, il perd son dernier anneau. Le joueur qui perd tous ses anneaux perd la partie. Les plus habiles des joueurs que j'ai vus arrivent à en conserver 8 ou 9. Comment choisir entre les deux? C'était impossible. Commençant à s'impatienter, la créature de gauche souleva, en la faisant racler sur la pierre, son énorme hache. Le plus loquace des deux borda au maximum son arc, tout en continuant à me fixer. À contre-cœur, je finis par me décider à répondre. Je pense que les deux jeux sont très populaires et que c'est à chacun de choisir son camp. Un silence de mort s'abattit soudain, tandis que les deux géants semblaient réfléchir. Ils finirent par lentement baisser leurs armes, et alors qu'ils semblaient juger la qualité de ma réponse, ils s'écartèrent un peu. Saisissant la seule occasion, peut-être, de leur échapper, je me mis lentement à marcher entre eux. Juste après les avoir dépassés, je commençais même à courir droit devant moi. Sentant mon cœur prêt à me dépasser, j'interrompis ma course après avoir passé plusieurs virages. J'avais vraiment réussi à échapper à ces deux monstres, et qu'est-ce que c'était que cette question? J'ai décidé d'alerter la garde dès mon arrivée à Allendorf. Quelques jours plus tard, assis dans une taverne alors que je racontais mon histoire, un voyageur m'apprit qu'on n'avait pas trouvé de traces des deux géants sur le pont depuis que je les avais croisés. Avec le temps, les gens se sont mis à douter de ma version. Certains même insinuent que j'ai inventé cet épisode de toutes pièces, ou encore que la fatigue du voyage associée selon la version au soleil ou à la bière m'aurait donné des visions. Je pense qu'au fond, c'est plus rassurant pour eux de se dire qu'un conteur tel que moi ait inventé toute cette histoire, plutôt que de penser qu'il erre quelque part dans les montagnes deux géants aux questions bien étranges.